Les mains dans la pop. Ok, Les mains dans la pop. c'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Bonjour et bienvenue dans Les mains dans la pop. Moi c'est Audrey, en face de moi il y a Combis. actu, tendance et décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime et adore détester en secret. Vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Alors bonjour mes petits soleils, bienvenue dans ce 25e épisode. Merci de nous suivre encore et toujours. Cette fois-ci nous sommes que deux autour de cette table, Combis et moi. Et aujourd'hui on va parler de plein de choses, des nouvelles perles que le gouvernement macroniste nous a pondues, donc il n'y a pas de surprise, c'est la merde, de la première femme transgenre élue Miss Pays-Bas, des flics nazis, et à l'occasion de la sortie du film Barbie, on va aussi parler de cette icône transgénérationnelle qui est adulée, qui est détestée depuis 1959 et qui est un petit peu l'archétype de la femme parfaite et aussi un petit peu la première influenceuse mode et beauté avant tout le monde. Tout à fait d'accord. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment est-ce que tu vas, Combis ? Je vais bien. Il fait un peu chaud et franchement, je pense qu'il n'y a rien de pire que l'été en ville, tu vois. Il n'y a pas d'air, on sent la transpiration des gens dans les transports, on sent la pollution, mais à part ça, il fait beau, donc je vais pas me plaindre. Et toi, comment tu vas ? L'air est moite. Ah ouais. Pareil. La chaleur me fatigue un petit peu, mais j'ai décidé d'avoir un petit peu plus de mordant aujourd'hui, plus de bonne humeur pour essayer de contrer tout ça. Et on va commencer avec les lauriers et les bonnets d'âne de la semaine. C'est les gagnants et les perdants de la semaine. Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle Elle, je l'aime trop. icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Tu commences par quoi ? Un gagnant, un perdant, une loseuse ? Je pense que pour remonter un petit peu le moral des troupes, je vais commencer par une winner. Et pour moi, cette semaine, c'est Isia Higelin. Donc, c'est une chanteuse. Et elle est visée par une enquête pour provocation publique à commettre un crime ou un délit. Alors, son crime, c'est que pendant un concert au festival Les Nuits Guitare à Beaulieu-sur-Mer, c'est donc dans les Alpes-Maritimes, le 6 juillet dernier, et la chanteuse, elle a tenu des propos anti-Macron, anti-président. Et donc, voilà. Chose voilà qu'on a le droit de faire normalement dans un pays libre. Alors, en gros, je t'explique un petit peu la scène. Donc, elle était sur scène, justement, et entre deux chansons, elle a improvisé une histoire. Et cette histoire, elle avait pour personnages principaux Brigitte et Emmanuel Macron. Et donc, elle disait « Je le connais, quelle coquine celui-là. Ce qui serait bien, je pense, ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol, telle une piñata humaine géante, et qu'on soit tous ici présents munis d'énormes battes avec des clous au bout, comme dans Clockwork Orange. » Donc là, elle se met dans la peau de Macron. Et là, on le ferait descendre et on aurait tous notre batte avec nos petits clous et dans un feu de Bengale de joie, de chair vive et de sang, on le foutrait à terre, mais gentiment, tu vois. Bon, alors voilà, c'est des propos... C'est un peu un remake de Pendez les Blancs, quoi. Genre. Ouais. Voilà, exactement, la chanson. Et donc à la fin, elle a rajouté « Je vois déjà le gros titre de Nice Matin demain, Isia appelle au meurtre de Macron » et elle ne croyait pas si bien dire. C'était une petite prémonition droit dans le mille, puisqu'il n'a même pas fallu attendre en fait le lendemain. À la sortie de son concert, il y avait des gendarmes qui l'attendaient et qui sont venus l'interpeller. Et le lendemain, il y a une enquête qui a été ouverte. Donc c'est la première fois, je pense, que la justice est aussi rapide. Et on connaît la lenteur de la justice française. Exactement, mais pas pour tout le monde visiblement. Et il y avait un concert qui était prévu dans les Hauts-de-France et qui a été annulé pour cette raison. Et il y a notamment plusieurs villes qui ont banni complètement l'artiste, donc Isia, dont la ville de Marcq-en-Barœul. Et le maire de cette ville, Bernard Gérard, ce bon vieux Gérard, a déclaré « Ces propos d'une grande violence m'ont profondément choqué. Ils indignent l'ensemble des Marquois, comme tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la République. » Alors moi, j'aimerais bien que ces propos indignent autant que les meurtriers d'adolescents arabes et leur cagnotte à 1 million. Mais oui, bon. 1,6 million, c'est pareil. Ah ouais, merci pour la précision. Encore plus déprimant. Et puis donc Isia, la chanteuse, s'est confiée à Ouest France. Elle a un petit peu fait machine arrière parce que elle a eu beaucoup de backlash et elle a décrit ses propos comme une histoire fantasmée et elle a même dit à aucun moment dans mes concerts je n'incite à la violence ou à la haine. Ce sont toujours des lieux de bienveillance et d'amour, de folie et d'improvisation. Évidemment, tous les feux des projecteurs sont sur elle, faut bien qu'elle se justifie. Enfin voilà, moi ça me déprime un peu et en même temps ça me réjouit qu'elle ait pu faire ça, mais ça me déprime que ce soit
soit aussi réprimée. Enfin, j'ai l'impression que pour la droite et pour les macronistes, un lynchage un peu imaginaire, ça vaut plus d'indignation que le meurtre bien réel d'un ado de 17 ans. C'est un peu ironique pour une société qui se targue d'être Charlie, en fait. Qui prône la caricature, qui prône si. Donc, exactement. Où est un peu la limite, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qui décide ce qu'on a le droit de faire, surtout, en fait. Et qui peut aussi. Qui peut le faire. Qui peut le faire. Et tu sais, c'est le genre de personne aussi qui dit tout le temps oui, faut séparer l'artiste de l'art quand il s'agit de défendre des pédocriminels ou alors des hommes violents. Mais là, c'est une jeune femme qui critique le pouvoir en place et du coup, elle mérite complètement d'être cancel selon eux. Donc, c'est un win et en même temps un lose. Donc, je sais pas si tu veux enchaîner peut-être sur un loser. Oui, moi, c'est un loser. En fait, c'est des losers. Il y a tellement de losers ces temps-ci, on voit qu'on a l'embarras du choix. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait tout un tas de policiers qui avaient des tatouages nazis qui n'en ont pas l'air. Parce que les croix gammées, c'est beaucoup trop visible et c'est un peu has-been. Maintenant, ils font des tatouages qui sont plus subtils. Donc, c'est reconnaissable pour les gens qui adhèrent à l'idéologie nazie et suprémaciste blanche. Donc, et encore une fois, c'est grâce à mon tuteur favori du moment. Il s'appelle Ricardo Parera. J'espère que je dis bien son nom. Et il recense en fait tous les actes nazis et du coup les signes. Et je vous en donne quelques-uns. Comme ça, si vous croisez un flic avec un truc bizarre, vous savez c'est quoi. Par exemple, il y a la croix pâtée. En fait, c'est un insigne des Templiers, tu te rappelles, l'ordre religieux d'antan. Et du coup, c'est vraiment aimé par l'extrême droite parce que il fantasme sur les croisades catholiques, tout ça. Il y a par exemple aussi le Valknut, je sais pas comment on dit. C'est une culture nordique et du coup, c'est comme une sorte de 3 triangles encerclés. Et du coup, en fait, c'est un signe païen et donc c'est vraiment parce que eux, ils veulent. En fait, c'est plus le côté violent de la culture païenne, la culture nordique 100% blanche qui les fait bander, si on peut dire. Je sais pas si je peux dire bander. Il y a aussi des chiffres, comme le chiffre 88, en fait, qui veut dire SS, parce qu'en fait, quand on prend l'alphabet en arrière, le S, c'est la 8e lettre, donc il tatoue 88 pour SS, donc les forces hitlériennes de l'époque. Et aussi un autre chiffre comme le 14, qui veut dire 14 mots, et les 14 mots, c'est « Nous devons préserver l'existence de notre peuple et l'avenir des enfants blancs ». Et donc ça, c'est un signe, le 14, qui est très utilisé par les suprématistes blancs américains et qui est repris un peu de plus en plus en France. Donc il y a tout un tas de signes que vous pouvez connaître et reconnaître parce que je trouve que c'est bien de savoir qu'un flic qui nous aborde est néo-nazi ou pas. Et donc allez voir tous les signes, c'est hyper important, sur le site indextreme.fr. Mais c'est hyper tiré par les cheveux le truc du chiffre 14. Mais c'est trop dingue. Waouh. Okay. C'est trop dingue. Il y a 14 et aussi ils prennent aussi des grands chiffres. Il y a plein de signes historiques qui reprennent et du coup maintenant c'est des symboles nazis, néo-nazis et suprématistes blancs. Super, merci. Ambiance. Est-ce que tu veux un peu cheer up l'ambiance ou pas du tout? Non, pas du tout. Je vais enfoncer l'ambiance. Du coup, je vais les parler comme loser de la semaine des booms de répression policière. On va encore parler de la police ici. Et des comparutions immédiates. En fait, je sais pas si tu as vu, mais il y a eu vraiment une recrudescence de tout ça. Le gouvernement serre un petit peu les vis. En fait, depuis le meurtre de Naël et les révoltes qui ont suivi, évidemment, il y a les violences policières habituelles. On commence à connaître la chanson à l'encontre des manifestants, manifestantes. Et en plus de ça, il y a des répressions et des violences par le biais de la justice. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Il y a quelques jours, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait interdit la marche pour Adama Traoré. Et en marge de cette manifestation qui a quand même eu lieu, il y a plusieurs personnes, par exemple, qui ont été interpellées et qui ont reçu des amendes de 135 € pour avoir porté un t-shirt en soutien au mouvement. Donc, c'est le t-shirt Justice pour Adama. Et donc, en fait, j'avais vu cette info-là et j'ai voulu creuser et je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'arrestations vraiment pas justifiées, d'amendes et de comparutions immédiates. Et il y a le média Urbania, qui est un très bon média, qui en a parlé dans un post sur Instagram. En fait, on s'aperçoit que les tribunaux ont jugé en comparution immédiate des centaines de personnes qui ont participé aux révoltes suite à la mort de Naël et qui ont été donc placées en garde à vue et déféré au parquet en moins de 2 jours. Donc c'est hyper rapide. La comparution immédiate, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une procédure du coup, comme je le disais, super rapide qui permet de juger des affaires en quelques minutes. Donc c'est vraiment pas top. En général, c'est des sentences hyper lourdes parce que pas le temps quoi. Pas le temps de se défendre. Le dossier est vite étudié. Voilà, vraiment à tour de bras. Et d'ailleurs, à tour de bras, il y a des avocats qui ont décrit l'ambiance dans les tribunaux ces derniers temps et ils disent que c'est vraiment une usine ces derniers temps avec vraiment des dizaines et des dizaines d'affaires à traiter par jour. Donc voilà. Résultat, il y a des peines vraiment absurdes comme tu le disais tout à l'heure. Par exemple, moi j'ai vu à Marseille un homme qui a pris 10 mois ferme pour avoir volé une canette de Red Bull dans un supermarché. Un autre 1 an
pour du fromage volé au Monoprix, 8 mois ferme pour avoir volé des t-shirts et du parfum en Galerie Lafayette. Et en fait, tout ça, c'est des personnes qui se sont servies dans les magasins qui étaient déjà pillés et qui n'ont pas, qui n'ont pas pu échapper à la police. Et j'ai vu aussi une personne qui avait pris 18 mois ferme pour avoir mis le feu à une poubelle. Et donc, selon Urbania, il y a 70 personnes, des personnes qui sont passées en comparution immédiate suite aux révoltes, et qui sont en détention. Et en attendant, t'as des grands bandits, des pédocriminels, des violeurs. Qui prennent du sursis. Oui, qui ont rien. Dans le gouvernement, t'as des gens qui sont tout simplement libres et ça me fait bouillonner. Du fromage et une canette de Red Bull, tu prends du ferme. C'est tellement grave. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Bon, pas grand-chose, mais si jamais ça vous arrive, j'ai vu qu'il y avait pas mal de conseils qui étaient donnés, notamment par le collectif Action Judiciaire et Révolution Permanente. Alors, il faut toujours demander un avocat, toujours. Donc, potentiellement toujours avoir le numéro d'un ou d'une avocate sur soi. Moi, personnellement, je l'écris sur ma peau au feutre. Quand tu vas dans les manifs ? Ouais, parce qu'on peut vous confisquer votre portable, donc vous êtes bien dans la merde si vous n'avez pas le numéro d'un ou d'une avocate, ou en tout cas son nom. C'est déjà pas mal. Avant la manifestation aussi, il faut préparer des garanties de représentation. En fait, c'est un petit dossier avec des justificatifs de domicile, contrat de travail ou alors certificat d'étudiant. Enfin, des trucs qui peuvent prouver que vous avez une vie active, que vous êtes vous, prouver votre identité. Et tout ça, faut le confier à des proches pour qu'ensuite ils puissent les transmettre à un avocat. Pour constituer votre dossier et être jugé en bonne et due forme. Et il faut aussi demander à voir un médecin pour voir si vous allez bien, si vous n'avez pas de blessure. Et après, ça peut vous servir pour votre dossier. Et aussi garder le silence et juste demander un avocat. Ouais. Et voilà. Qui est un droit, en fait, de garder le silence. Exactement. Donc voilà, la justice est complice. On est dans la merde. Je sais pas si tu veux enchaîner sur un truc un peu plus positif. Franchement, oui, c'est beaucoup plus positif. Donc, moi, ma winneuse de la semaine, elle s'appelle Rikki Cole. Je pense que ça vous dit rien, c'est normal parce que l'univers des Miss n'est pas attirant pour tout le monde et c'est bien triste parce que moi j'aime trop. Mais là, je voulais vous dire que le samedi 8 juillet à Leusden, c'est aux Pays-Bas, Rikki Cole est devenue la première femme transgenre à être élue Miss Pays-Bas. Okay. Et l'année prochaine, elle représentera donc le pays à Miss Univers. Il faut savoir que Miss Univers accepte les femmes transgenres depuis 2012, mais il n'y a pas beaucoup de femmes transgenres qui ont gagné le prix depuis. Par contre, en 2018, il y a eu Miss Espagne qui était une femme transgenre et elle s'appelle Angela Pone, mais elle a eu beaucoup moins de spotlight sur elle parce qu'en fait, Rikki Cole, notre nouvelle copine, était connue parce qu'elle était finaliste de Holland Next Top Model et pour les gens, que ce soit les gens transgenres ou les gens qui sont différents de la norme imposée souvent par les concours de Miss, c'est juste une bouffée de chaleur parce que une bouffée d'air frais. Une bouffée d'air frais parce qu'en fait on trouve que les concours de Miss ne sont pas représentatifs de la société et qu'il y a des femmes transgenres, qu'il y a des femmes grosses, qu'il y a des femmes qui sont handicapées, qui sont non valides, qui sont malvoyantes et on aimerait bien que les concours de Miss soient un peu plus inclusifs. Donc c'est un grand pas pour l'humanité. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Donc voilà, je suis très contente. Ok, trop bien. Merci beaucoup, Kumbis. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. Alors elle a été infirmière, présidente, hôtesse de l'air, tout en étant une icône de la mode. Elle a le même mec depuis 60 ans. Elle est la meilleure amie de centaines de milliers d'enfants dans le monde et c'est vraiment l'influenceuse originelle. Tout ça en talons. Sa vie a l'air vraiment épuisante. Je parle bien sûr de Barbie. Oui, j'attendais que Kumbis. Ok, d'accord. On sait que tu parlais de moi, mais je me suis dit, je sais pas si tu veux rester 60 ans avec mon mec, mais on va essayer. En gros, il y a le film. On va vous parler de Barbie parce qu'il y a le film de Barbie qui sort bientôt le 19 juillet prochain en France. C'est un long métrage de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux. Du coup, il y a Ryan Gosling, Margot Robbie et il y a aussi Issa Rae et Dua Lipa qui jouent dedans. Et donc, en fait, c'est une satire dans laquelle Barbie s'échappe de Barbieland pour découvrir le monde réel. Et donc, on se sert de cette info-là pour parler un petit peu plus de la figure de Barbie parce que, au-delà du film, c'est surtout Barbie, une marque et une franchise hyper culte. Ça fait 60 ans que Barbie existe, 64 ans pour être plus précise. Et Barbie, ça a été la muse de plein de gens, ça a été la muse de plein d'artistes. De Nicki Minaj, qui appelle ses fans les Barbs. Exactement. Et aussi de Andy Warhol pour être un peu plus artsy. Et enfin, il y a eu plein de trucs. Il y a par exemple des Barbies à l'effigie de célébrités. Twiggy d'ailleurs, la mannequin Twiggy, ça a été la première célébrité à avoir une poupée à son effigie. Et puis, tout simplement, c'est vraiment une figure hyper populaire, que ce soit chez les enfants ou les adultes. C'est vraiment apparemment
apparemment la figure la plus populaire jamais produite et la propriété de poupée de mode numéro 1. Voilà, on va vous parler un petit peu de cette figure-là. Est-ce que toi, tu avais des Barbie quand tu étais Oui, enfant? j'avais des Barbie sirènes que j'aimais trop et aussi une Barbie où je pouvais dessiner ses habits. Tu mettais dans l'eau, ça partait, après tu pouvais colorer, c'était trop chouette. C'était trop chouette. Moi, j'avais plein de Barbie, ma mère m'en achetait, mais enfin, je jouais pas vraiment avec. Soit je leur faisais un petit relooking en mode je leur rasais la tête. Ah, moi aussi, je coupais leurs cheveux. Voilà. Soit je leur faisais faire des ciseaux entre elles. Ah, genre en mode, ok. Voilà. Mais voilà, bon, on va vous parler un petit peu de cette figure-là. Est-ce que tu veux peut-être commencer par nous parler un peu de l'origine du jouet le plus vendu au monde. Et comme la plupart des trucs cool, ça sort de l'imagination d'une femme. Elle s'appelle Ruth Handler. C'est la femme d'Elliot Handler et c'est la cofondatrice de la société de jouets et de jeux Mattel. Et on est en 1956 et Ruth Handler est en vacances en Suisse et elle aperçoit une poupée de 29 cm coiffée d'une queue de cheval blond platine et aux yeux lourdement soulignés de noir, comme décrit le Washington Post. Et en fait, la poupée, c'est une poupée qui vient d'Allemagne. Elle s'appelle Bild Lily, je sais pas si on le dit bien. En fait, elle était considérée comme un sextoy à la base. Ah ouais. Okay. Et donc, Ruth l'a ramenée en Amérique. On sait pas comment elle l'a utilisée. Peut-être qu'elle a fait des ciseaux elle aussi avec la poupée. Mais 3 ans après, elle a sorti la sosie de Bild Lily. Elle l'a appelée Barbie. Okay. À ce qui paraît, c'est un petit clin d'œil à sa fille qui s'appelle Barbara. Et son fils s'appelle Kenneth. Donc, Barbie et Ken, c'est un peu genre incestueux, mais on va pas juger. C'est chelou. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Et du coup, en fait, le succès a été immédiat et ça a un peu choqué à l'époque parce que c'était pas une poupée femme au foyer. Et les femmes au foyer, c'était un peu la seule image que les femmes avaient, leur seul rôle dans la société. Mais du coup, Ruth n'était pas du tout comme ça. Elle a dit dans une interview, moi j'aime mes enfants, mais je n'étais pas faite pour m'occuper du foyer. Donc elle a fait une Barbie libre et indépendante. Et d'ailleurs, l'auteure américaine M.J. Lord a dit en 1994, Barbie était une rebelle. Elle ne se définissait pas par ses relations amoureuses ou ses responsabilités envers les hommes et sa famille. Elle a montré aux femmes la porte de sortie de la cuisine. Et ça, j'adore. Et toi, tu vas nous parler de Barbie icône pop? Ouais, bah oui. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une icône dans la culture populaire. J'ai vu qu'elle faisait partie des 101 personnes, entre guillemets, influentes qui n'ont jamais existé. Elle est placée à la 43e place devant Luke Skywalker et Mickey Mouse qui est à la 18e place. Il y a eu plein de collectionneurs, il y en a toujours. Et d'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais Andy Warhol, l'artiste, en possédait 10 000. C'est vrai? 10 000 tu penses qu'ils avaient des ciseaux avec aussi? Je suis pas sûre. Peut-être. On le saura jamais. En tout cas, ça l'a beaucoup inspiré. Ça a beaucoup inspiré son art. Ce que j'ai remarqué en faisant mes petites recherches, c'est que Barbie, c'était vraiment une célébrité à part entière. Ça a beau être une poupée, c'est vraiment une star. Juste une parenthèse, dans ces films, tu sais que Barbie, en fait, elle joue des rôles. En fait, Barbie est une actrice, en fait. C'est pas genre Barbie, c'est Barbie qui joue Barbie Casse-Noisette, tu vois. En fait, c'est comme si, par exemple, c'était Angelina Jolie. Et je trouve ça trop bien. Et à chaque fois, à la fin de chaque film, regardez tous les Barbie, il y a les retakes, tu vois. Il y a les retakes où elle se trompe, tout ça, c'est trop bien fait. Voilà, vive Barbie. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est vraiment comme une vraie personne. Incarnée comme une personne, quoi. Ok, trop bien. Et donc, c'est une star à part entière, mais il y a aussi les stars directement d'Hollywood qui vraiment sont inspirées par cette poupée et qui prêtent même leur image à Barbie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a la mannequin Twiggy qui a été la première célébrité à avoir une Barbie à son effigie en 67. Et depuis, il y a eu plein d'autres gens. Il y a eu Beyoncé, il y a eu Barbara Streisand, il y a eu Zendaya, Jennifer Lopez, Marilyn Monroe, j'en passe plein. Et il y a eu aussi Lena Mafouf, Lena Situation, il n'y a pas si longtemps que ça. La poupée n'a pas été commercialisée, mais il y avait une Barbie à son effigie. Du coup, les choses changent un peu et puis voilà, les stars sont un peu mises en avant comme ça, dans des éditions limitées. Et puis Barbie, ça a été aussi la muse de plein de créateurs. Donc je parlais de Andy Warhol tout à l'heure, mais il y a aussi dans la mode Yves Saint Laurent, Dior ou encore Kenzo qui ont habillé Barbie. Et puis il y a eu plein de collaborations avec des marques, plein de produits dérivés, au-delà même de la poupée. Et donc il y a aussi ce film Barbie qui va bientôt sortir dans quelques jours, le 19 juillet. Et il y a quelques jours, il y a eu le tapis rose de l'avant-première du film Barbie qui sort bientôt. Kumbis va nous parler tout à l'heure des looks qu'il y a eu un petit peu sur le tapis rouge. Mais en tout cas, je vais juste vous dire qu'il y avait Dua Lipa, Nicki Minaj, Lena Mafouf, Billie Eilish dans des looks inspirés de la poupée. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y avait des premières critiques positives. Moi, j'ai pas pu voir le film parce qu'il n'est pas encore sorti et qu'on ne m'a pas invité à l'avant-première. Shame. Mais voilà,
voilà, en gros, c'est une satire drôle, intelligente. Et la réalisatrice Greta Gerwig, elle a révélé au magazine L'Observateur qu'elle avait en fait travaillé sur le scénario pendant la pandémie. Et elle dit en gros que il y avait vraiment un sentiment de vouloir faire quelque chose un peu de foufou, d'anarchique, de sauvage. Et elle s'est inspirée en fait de l'isolement de la pandémie, vraiment ce sentiment d'être enfermée dans une boîte pour créer ce film où la Barbie s'échappe un petit peu de sa boîte de poupée. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir. Je sais pas si tu vas aller le voir, toi. Bien sûr, je vais aller le voir. Je l'ai pas encore vu et La Petite Sirène et ça me brise le cœur, mais c'est les 2 films de l'année pour moi, La Petite Sirène et Barbie, franchement, voilà. Ok, bah ouais, j'irai voir aussi, je pense. Ça va mettre un petit peu de baume au cœur parce qu'il y a beaucoup de trucs négatifs en ce moment. Et je trouve que les films doivent être aussi, pas souvent, genre toi, moi j'aime pas les gens qui aiment que le cinéma qu'on doit réfléchir, tu vois, sur notre avenir, sur, toi, l'avenir des poissons dorés. Non, en fait, parfois on doit juste avoir un truc qui nous donne envie d'être riche et de profiter du soleil, quoi. Donc voilà. Donc allez voir Barbie. Et avant ce film, t'en parlais tout à l'heure, il y avait plein d'autres films de Barbie. Barbie Casse-Noisette, Barbie Princesse Réponse, Barbie au bal des 12 princesses, j'en passe. Et ils sont disponibles sur Netflix, je sais pas si vous le savez. Donc vous pouvez aller les regarder. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir le film au cinéma, vous pouvez aussi voir les films de Barbie sur Netflix. Et moi, je voulais parler, bon, c'est positif tout ça, Barbie, voilà, femme indépendante, mais je voulais aussi parler d'autre chose. Parce que Barbie a été vivement critiquée quand même pour véhiculer des normes de beauté irréaliste et surtout très eurocentrique. Enfin, il y a plusieurs choses qui ont été critiquées. Il y a d'abord les proportions corporelles en fait de la Barbie, parce que la Barbie, ses proportions elles sont exagérées. En fait, elle a une taille super fine, elle a des jambes interminables et une grosse poitrine. En fait, ces proportions elles correspondent pas au corps humain moyen. Et au corps humain tout court. Et ça contribue un petit peu à des normes de beauté irréalistes. Et je me dis, les jeunes filles peuvent ressentir une certaine pression, encore une énième pression à devoir ressembler à cette poupée. Et il n'y a pas beaucoup de variété. En tout cas, à l'époque, au tout début, il n'y avait pas beaucoup de variété de types de corps de Barbie. Et ça renforçait vraiment l'idée qu'il y avait un seul corps idéal, quoi. Et j'ai fait un petit peu mes recherches et je me suis rendu compte que Barbie, en fait, si elle était une vraie femme dans la réalité, elle mesurait 1m75, elle ferait 99 cm de tour de poitrine, elle aurait une taille de 45 cm et des hanches de 83 cm et ferait du 35 en chaussures. Alors un tour de taille de 45 cm, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question et en fait ça peut contenir qu'un demi-foie. Wow. Et quelques centimètres d'intestin. Et en gros, ses jambes, elles sont 50% plus longues que ses bras. Alors que celle d'une femme normale, une femme moyenne, c'est que 20% plus longue. Donc c'est vraiment irréaliste, quoi. Et en gros, il y avait d'autres recherches qui disaient que selon ces proportions-là, elle aurait un IMC estimé à 16,24. Et donc ça voudrait dire que dans la vraie vie, elle serait considérée comme anorexique. Et elle devrait même marcher à 4 pattes parce que en fait, ses proportions corporelles ne lui permettraient pas de pouvoir marcher sur ses 2 jambes. Je trouve ça assez fou quand même. C'est un peu choquant. C'est hyper choquant. Ouh, je n'aurais plus jamais casser de la même manière. Parce qu'en gros, vraiment, si cette personne existait vraiment, elle pourrait même pas tenir debout tellement elle est maigre et sa taille est fine, quoi. Et elle pourrait même pas avoir un foie complet. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, c'est vraiment pour le coup, des normes de beauté vraiment inatteignables. À part pour Kim Kardashian, j'ai envie de dire. Non, je regarde cette blague. Et encore, ouais. Et il y a pas que ces proportions qui sont irréalistes. Il y a aussi ses traits de visage, ses cheveux. Enfin, elle a les traits hyper symétriques. Elle a des grands yeux bleus, un nez tout pointu, des cheveux lisse, elle est blonde, elle est blanche. Et donc tout ça, c'est des caractéristiques qui sont associées à des idéaux de beauté eurocentrés, puis des idéaux de beauté qui n'existent pas finalement. Donc il y a vraiment un gros manque de diversité dans la couleur de la peau, dans la texture des cheveux. Et ça marginalise les personnes qui correspondent pas à ça, qui ressemblent pas à ça, les personnes noires, les personnes grosses, etc. J'ai vu plusieurs excuses de la part de la marque qui dit oui, mais bon, c'est une poupée, c'est pas censé être réaliste. Et il y a aussi Anne Monnier, qui est conservatrice de l'exposition Barbie, qui a eu lieu en 2016 au Musée des Arts Décoratifs à Paris, qui dit il y a aussi l'impératif du jouet. Si Barbie a un long cou, c'est pour lui passer des vêtements. Et le fait qu'elle ait une taille fine, en gros, elle justifie ça en disant que ça permet de mieux l'attraper et de mieux la manier. Moi, j'ai envie de dire, bof. Genre, nous, on n'est pas fine, t'inquiète pas qu'on met des vêtements. Hein. on nous manie bien. On nous manie bien. Et on nous manie bien. Enfin voilà, en tout cas, j'ai vu plusieurs autres études. Il y a notamment un kit qui s'appelle Get Real Barbie Fact Sheet, qui a été créé par le South Shore Eating Disorder Collaborative. Donc en gros, c'est un collectif qui lutte contre les troubles alimentaires. Et en fait, il donne des faits. Et donc apparemment, il y a 2 poupées Barbie vendues chaque seconde dans le monde.
Et une fille a généralement sa première Barbie à l'âge de 3 ans, donc c'est hyper jeune. Et elle collectionne au total environ 7 poupées pendant son enfance. Et moi, je trouve ça un peu inquiétant pour l'image de soi, parce que on l'a vu, c'est complètement irréaliste, cette Barbie, enfin en tout cas son physique, ses proportions. Et je me dis, ça doit influencer des petites filles qui ont ces Barbies entre les mains depuis l'âge de 3 ans. Et il y a même le média Psychology Today qui a parlé de ça et qui révèle qu'il y a une étude qui a été faite et qui a révélé que les jeunes filles qui étaient exposées à des images de Barbie par opposition du coup à d'autres poupées un peu plus réalistes, elles étaient plus susceptibles de vouloir être minces et elles exprimaient une insatisfaction à l'égard de leur propre corps. Donc on parle quand même d'enfants qui ont une insatisfaction par rapport à leur propre corps à cause entre autres des Barbies. Donc je trouve ça assez inquiétant. Mais en plus moi je suis beaucoup de femmes et de mères de famille sur Twitter et elles disent que leurs enfants de plus en plus jeunes en fait ont un rapport à leur corps très très néfaste. Il y avait une fille, sa fille de 5 ans lui disait qu'elle voulait pas trop manger parce qu'elle voulait pas avoir un gros ventre, tout ça. À 5 ans quoi. Ouais. Bien sûr Barbie n'est pas la seule à blâmer, mais j'imagine que ça contribue à tout ça. Et ça me fait penser à une étude qui a eu lieu dans les années 30 et en gros c'était des jeunes filles noires à qui on proposait des poupées, une poupée blanche, une poupée noire, je sais pas si tu vois. Ouais, je me souviens. Et en gros la plupart des petites filles noires elles choisissaient les poupées blanches parce qu'elles se disaient que c'était les plus belles. Et je me dis une Barbie blanche ultra maigre, etc., forcément ça influence la vision de la beauté et je trouve ça un peu triste. Et au-delà de tout ça, je trouve qu'il y a aussi un stéréotype de la Barbie un peu bimbo, slash aussi femme traditionnelle, parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu disais la Barbie est un peu indépendante et je pense qu'il y a un côté comme ça où effectivement lorsque la Barbie elle est née, avant ça les jouets pour les petites filles c'était des poupons. Et donc du coup ça encourageait un petit peu l'instinct maternel, le rôle de femme au foyer. Et donc là il y a Barbie qui est arrivée, Barbie mannequin avec sa propre carrière et puis le slogan je crois que c'était Girls Can Do Anything, donc les filles peuvent tout faire. Mais quand même je me dis il y a toujours des stéréotypes de genre traditionnel. Avec la poupée Barbie qui était toujours quand même cantonnée à des rôles un peu domestiques ou alors centrés autour de la mode. Et la Barbie elle est souvent représentée comme un peu une fashionista, ou alors elle a des professions qui tournent autour du mannequinat, hôtesse de l'air, enseignante, infirmière. C'est une représentation assez limitée en vrai, qui renforce un petit peu les clichés des femmes qui sont cantonnées à des métiers soit du care, donc infirmière, ou soit autour de la mode, des trucs un peu jugés superficielle. Je me dis, c'est à double tranchant. Voilà. Après, c'était à l'époque. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a eu des avancées, mais il y a aussi un autre cliché, le cliché de la bimbo, avec l'accent qui est mis sur son apparence physique, sur la mode, sur le maquillage. Et je me dis peut-être que aux petites filles, ça renvoie le message, vous êtes valorisées que si vous êtes jolie, que si vous prenez soin. Voilà. C'est ça, exactement. Comme si le seul attrait que vous avez, c'était lié à votre beauté, à votre apparence physique. Et peut-être que ça a aussi fait naître le stéréotype de la Barbie. Enfin, tu sais. La blonde un peu cervelée. Exactement. Avec super belle, un peu superficielle, qui manque un peu de profondeur, qui est superficielle à la fois dans son physique, dans son attrait pour la mode, mais aussi parce qu'elle aime accumuler les biens matériels, elle aime faire le shopping, elle aime être à la mode, etc. Et ça me fait penser à la chanson Barbie Girl de Aqua qui justement parodiait tout ça. Je faisais tellement des chorégraphies sur ça avec ma voisine jusqu'à 10h du soir. J'adore cette musique. C'est hyper entraînant, hyper entêtant. Et en gros, c'est une parodie qui dépeint la femme un peu Barbie bimbo, mais aussi du coup la femme soumise et qui est juste valorisée par son apparence. J'ai relu les paroles et en vrai c'est un peu chaud. En gros les paroles disent: tu es une bimbo blonde dans un monde fantastique, tu t'habilles serré, tu es ma poupée, je peux te brosser les cheveux, te déshabiller partout, te faire marcher, te faire parler, faire ce que je veux de toi, tu peux agir comme une star, tu peux me supplier à genoux. Ok, wow. Ouais. T'as de maso un peu. Bon, après c'est une parodie, en gros c'est vraiment une parodie de justement cette image un peu cliché de la femme Barbie. Voilà, mais en tout cas moi je veux pas non plus jeter la pierre à toutes ces femmes qui sont jugées en tout cas superficielles. Enfin, pour moi les gens sont multidimensionnels, tu peux aimer le rose, aimer faire du shopping et aussi être super intelligente et avoir ton individualité quoi. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais j'ai aussi vu que Barbie pouvait être aussi une icône de la surconsommation parce que elle a popé un petit peu pendant les 30 Glorieuses, donc c'était vraiment la période où
où capitalisme à fond. Et justement, Barbie, en vrai, elle passe son temps à faire du shopping. Et à s'acheter les trucs. Ouais, à s'acheter plein de trucs, plein de vêtements, etc. Donc c'est un peu... je dirais pas une ode un petit peu à la surconsommation, donc c'est pas si libérateur que ça, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais moi je pense que c'était avant, mais maintenant j'ai l'impression que même dans ces films, maintenant il y a beaucoup de films où elle est avec sa famille, tout ça, avec ses sœurs, et elles essayent plus d'être indépendantes. Tu vois, on en parlera après avec sa chaîne YouTube, tout ça, mais j'ai l'impression en fait que maintenant elles essayent d'incorporer un peu les problèmes sociétaux, bien sûr à une petite échelle, hein. C'est pas Greta Thunberg, la fille, mais presque, je dirais. On sait pas, peut-être qu'il y aura une Barbie à son avis. Peut-être. Mais j'ai l'impression qu'ils prennent ça à cœur, et je pense qu'ils prennent un peu les critiques. Tu nous parlais par exemple des Barbies plus réalistes, et je pense qu'ils essayent un peu justement de détourner un peu l'image de la Barbie écervelée qui est juste là pour mettre des chaussures avec les trous dans ses pieds déjà insérés, tu vois. Mais moi en fait j'aime bien aussi le côté bimbo, donc moi je comprends. J'aime bien le côté bimbo, et moi je trouve que la surconsommation quand c'est l'argent des autres, ça me dérange pas, donc franchement, je ne jette la pierre à personne. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Mais c'est vrai que pour des petites filles, bien sûr, je suis totalement d'accord. On peut faire mieux. Mais justement, t'en parler. Les cheveux, la texture des cheveux, la grandeur des yeux, moi je suis tout à fait d'accord. Ça crée des complexes qui ne devraient pas exister. Je trouve que dès le début, ils auraient dû avoir des poupées rousses, des poupées avec des cheveux crépus, tu vois, des trucs qui nous ressemblent en fait. Ouais, après c'était dans les années avant les années 60, on pouvait pas trop leur en demander. Mais justement, t'en parlais un peu. Il y a des Barbies un peu plus réalistes et plus inclusive. Et donc il y a Mattel du coup qui est la grosse boîte de Barbie qui a commencé à introduire des poupées un peu plus diversifiées, avec des gammes de corps, de types de corps un peu plus variés, des tons de peau. Enfin, il y a des Barbies noires, il y a des Barbies avec des cheveux crépus, des cheveux roux, t'en parlais. Enfin, en gros, c'est pour promouvoir un petit peu un éventail plus large de beauté, d'inclusivité, etc. Blablabla. Et donc, je crois que c'est depuis 2015 un petit peu que Mattel s'est mis à faire ça. Mattel a sorti des Barbies avec plein d'autres proportions, donc des proportions un poil plus réalistes. Donc t'as la Barbie curve, la Barbie petite et la Barbie tall, et tout ça c'est sorti en 2016. Et j'ai fait des petites recherches. La Barbie curve, donc qui est censée être plus size, j'imagine. Alors elle a une taille de 63 cm si elle existait dans la vraie vie, un tour de hanche de 91,2 cm. Elle est beaucoup plus mince en réalité que la moyenne des femmes qui ont entre 16 et 24 ans au Royaume-Uni, donc elle est pas si plus size que ça. C'est comme quand ils font des mannequins plus size, donc elle fait du 40, quoi. Exactement. Et en gros, la femme britannique en moyenne, dans cette tranche d'âge-là, elle mesure 1m64. Elle a un tour de taille de 79,5 cm. Voilà. Et donc, la grande Barbie, elle mesurait dans la vraie vie 1m80 avec un tour de taille de 56,4 cm. C'est encore très petit. Et la petite Barbie, elle mesurait 1m58, comme moi, avec un tour de taille de 52,8 cm. Donc, c'est des proportions qui restent vraiment irréalistes. Ils ont un petit peu élargi la taille, élargi les trucs, mais tout petit quoi. Vraiment un tout petit peu, et ça reste vraiment pas réaliste si on transpose dans la vraie vie. Et donc depuis 2015, il y a aussi une Barbie avec une prothèse auditive, une Barbie atteinte de vitiligo, c'est une maladie de la peau, une Barbie et des Ken aussi en fauteuil roulant, avec des prothèses de jambes, atteinte d'alopécie, atteinte de trisomie 21. Et en gros, voilà, c'est entre guillemets, je cite la marque, pour permettre à un plus grand nombre d'enfants de se reconnaître en Barbie, tout en les encourageant à jouer avec des poupées qui ne leur ressemblent pas. On parlait des carrières aussi tout à l'heure, et ils ont essayé de donner un peu plus de possibilités de carrière à Barbie, qui se cantonne pas juste à être infirmière ou hôtesse de l'air. Donc par exemple, elle peut être astronaute, pilote, pompier, journaliste, entrepreneur, mais voilà, elle a 40 000 métiers, du coup elle devient un peu une girl boss. Donc, ça a ses côtés positifs comme négatifs. Bon, en tout cas, il y a un plus grand éventail. On peut pas leur jeter la pierre, on va peut-être arrêter de cracher. J'aime trop cracher. Non, mais c'est bien, il faut ça, tu vois. Faut voir parfois le verre à moitié vide et dire merde, tu vois. Vraiment. Voilà, donc Barbie, c'est un petit peu plus diversifié, mais je me demande si c'est pas parce que juste la marque a flairé. Enfin, en gros, depuis quelques temps, la marque avait un petit peu perdu. Enfin, il y avait moins de ventes. Les gens s'étaient un peu lassés de la Barbie. Enfin, les gens, les enfants s'étaient un petit peu lassés de cette Barbie-là.
et les ventes, par exemple, elles avaient chuté de 10 à 20%, je crois, entre 2012 et 2014. Et donc, je me demande si c'est pas juste une opportunité. Mais moi, je pense que c'est totalement une opportunité. Oui. Je pense que quand on touche au portefeuille, tout le monde devient antiraciste et tu vois, et pro-choix. Par exemple, c'est vraiment le même exemple que Victoria's Secret. C'était un des shows les plus attendus, le défilé lingerie. Mais les gens disaient, on en a marre de voir des filles minces, des filles qui ne nous ressemblent pas. Ouais. On voudrait des femmes transgenres, on voudrait des femmes grosses, des femmes non valides. Et après, je crois que c'était le PDG qui avait dit, mais en fait, si nous, on veut des femmes qui nous font rêver, et les femmes qui sont pas dans ça nous font pas rêver. Et donc après, tout le monde a commencé à boycotter jusqu'à ce qu'ils arrêtent complètement de faire les défilés, qu'ils ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires. Ils ont fermé beaucoup de boutiques. Et là, t'inquiète pas qu'ils se lancent bien dans l'inclusivité. Bizarrement, là, ouais. Et donc là, cette année, normalement, l'année prochaine, ils vont refaire un show avec des femmes plus rondes, des femmes transgenres. Donc voilà, quand tu touches au portefeuille, tout le monde devient woke, je pense. Le timing est bizarre. Ouais. Mais voilà. Enfin, peut-être que tu veux nous parler justement du fait qu'il y a des petites évolutions autour de Barbie. Oui, mais moi, je vais parler plus un peu de ses réseaux sociaux. Donc, je sais pas si vous savez, mais Barbie est devenue YouTubeuse. Donc, en fait, elle a une chaîne YouTube où elle fait des vlogs. Elle fait des vlogs vacances, elle fait des haul mode, elle fait des genre Get Ready With Me. C'est vraiment, encore une fois, comme une vraie personne. Donc, eux, ils jouent vraiment sur le fait que Barbie n'est pas seulement une poupée, c'est vraiment une personne à part entière. Et aussi, elle fait aussi de la promotion, par exemple, de l'acceptation de soi, ou alors elle lutte contre l'harcèlement scolaire. Et je trouve que c'est chouette parce que moi, je regardais parfois quand t'as des jeunes enfants qui veulent regarder YouTube, tout ça, tu te demandes qu'est-ce que tu peux regarder parce qu'il y a plein de trucs bizarres sur les réseaux. Et j'étais tombée sur cette chaîne-là et j'ai vraiment beaucoup kiffé parce qu'encore une fois, elle représente des clichés, mais je pense qu'elle sait d'où elle vient et elle veut aller plus loin. Encore une fois, j'adore, tu parles d'elle comme si c'était une personne. C'est ma copine en fait, Barbie. Elle sait d'où elle vient, started from the bottom. Now we here, like, she's grinding. Franchement, non. Et franchement, allez voir ce qu'elle fait. Et je trouve qu'il y a beaucoup de clichés, mais pour moi, c'était vraiment la première personne qui m'a donné envie de devenir riche. Mais oui, parce qu'elle était là, elle avait sa petite voiture, son petit sac, son petit chien. Et je me disais, mais purée, moi aussi, je veux faire ça, tu vois. Okay. Et je pense qu'elle m'a vraiment donné envie d'être milliardaire. Je ne serai peut-être jamais, mais elle m'a donné envie. Et je termine sur une citation de Anne Monnier que tu as citée. Elle a dit, je pense que Barbie a été féministe parce qu'on a proposé en 1959 une poupée qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant. C'est la voiture de Barbie, c'est l'avion de Barbie, tout appartient à Barbie. Et finalement, Ken est un accessoire dans l'univers de Barbie. Et moi, je suis d'accord. Je pense que c'est une bad bitch. Ouais, bad bitch. Conclusion. Barbie is a bad bitch. Yes. Non, c'est vrai. Alors moi, c'est vrai que ça m'a pas forcément donné envie de devenir milliardaire ou d'avoir une Mais est-ce que tu veux devenir milliardaire de base? Pas du tout. Voilà. Vraiment pas. Ouais. Eat the rich. Ouais. Ah bah les riches. Moi, je vais manger les riches avec vous. Je ferai seulement les pauvres, mais je serai riche. mais c'est vrai que mis sur cette perspective-là, je suis d'accord. C'est vrai qu'à l'époque, quand même, c'était il y a longtemps, c'était en 59. C'était quand même assez révolutionnaire, une poupée qui était indépendante. On en veut plus, c'est normal, on en veut plus. Oui, maintenant on en veut plus parce que la société a tellement évolué que ça suffit plus juste d'avoir une carrière et un mec. Faut plus. Surtout que maintenant, je pense que les femmes ne rêvent plus de travail en fait, tu vois. Je sais pas si toi tu rêves de travail, mais moi je rêve de liberté, de faire des safaris dans un pays où il n'y a pas de blancs qui volent des métiers au noir. Donc voilà. Allez voir du coup le film Barbie le 19 juillet dans les salles et vous nous direz ce que vous en avez pensé. On vous dira ce qu'on en a pensé. Okay. Voilà, bisous. L'amour, le love. J'ai auto-orgasmé. Ok, d'accord. Pour rester dans l'actu, l'idée de ma chronique est arrivée aujourd'hui en regardant Barbie, pas le film, mais le tapis rose de la première mondiale qui a eu lieu le 9 juillet. Donc il y a toutes les femmes qui ont fait un petit clin d'œil à l'univers de Barbie dans leur tenue, et comme Nicki Minaj ou alors Margot Robbie, la star du film, qui était habillée en Barbie in the Spotlight. Donc en fait c'est une Barbie qui est édition limitée de 1961 en porcelaine, et en fait elle a une robe bustier, elle a refait une robe Schiaparelli, elle avait des bijoux Lauren Schwartz et des chaussures Manolo Blahnik qui étaient vraiment trop belles. Il y avait vraiment une ambiance girly. Et puis Billie Eilish est arrivée avec une grosse chemise rose, un gros futal, un gros pantalon, des grosses chaussures, et tout le monde a dit ok d'accord, on la connaît, mais elle aurait pu faire un peu d'effort. Et je me suis demandé pourquoi en fait, parce que déjà elle s'habille comme ça. Je sais pas si tu sais pourquoi elle s'habille comme ça. C'est par rapport à de la dysmorphie, non? Non, parce qu'en fait elle a dit qu'elle ne voulait pas être sexualisée. Donc je la cite, en 2019
2019, elle a fait une interview dans le Vogue Australie et elle a avoué que ses choix vestimentaires lui donnaient l'opportunité de garder une petite partie d'elle-même un peu secrète et mystérieuse. Donc elle a dit s'habiller serré serait une porte ouverte aux gens pour critiquer son aspect, critiquer son corps, critiquer ses fesses, critiquer ses seins. Donc là, elle a dit, moi, je veux des couches, je veux être mystérieuse. Vous ne savez pas ce qui est en dessous, vous ne savez pas ce qui est au-dessus. Je peux avoir des fesses plates, je peux avoir des seins qui tombent et vous ne le saurez jamais. Et donc, du coup, le fait qu'elle s'habille large rentre vraiment dans l'ère qu'il a depuis 2015-2017 de l'anti-sexy. Ouais, en fait, l'anti-sexy. Il y a plein de filles comme Doja Cat, toi, quand elle fait ses sourcils et quand elle fait des grimaces sur les réseaux, ou Julia Fox, qui veulent en fait se dire qu'on n'a pas besoin d'être sexy pour être aimé. Et justement, elles veulent, parce que ce sont des filles sexualisées de base, elles veulent sortir de ce carcan-là. Et du coup, en fait, c'est pas vraiment une vraie trend, l'anti-sexy, mais c'est plutôt un mouvement mode, un mouvement lifestyle qui est arrivé mi des années 2010, où en fait la mode a commencé à s'habiller large, où les femmes voulaient d'abord s'habiller de manière utile et de manière confortable en s'habiller sexy. Et donc moi, j'aimerais dire, on demande beaucoup aux femmes de faire des efforts, aux femmes d'être sexy. Et je pense que les hommes vont toujours au tapis rouge avec le même costume qu'ils doivent mettre au moins 7 fois et on ne voit pas la différence. Donc si maintenant elle veut s'habiller en pyjama large, laissez-la faire, parce qu'en fait elle vous doit rien. Moi personnellement, je suis de cette team la plupart du temps. Anti-sexy ? 90% du temps, j'aime bien m'habiller large parce que je me sens juste mieux et je pense que c'est parti de ce truc-là de pas être sexualisé, de pas avoir de regard sur moi, etc. Ouais. Et en fait, c'est juste plus confortable. Ouais, mais je comprends parce que hier, la première fois de ma vie, je suis sortie en robe sans manches. Ouais, sans manches, juste avec des bretelles. Et j'ai vu, déjà qu'on me regarde souvent de bas parce que j'ai des formes, mais là, j'ai vu, c'était comme si j'étais de la chair à pâté, en fait. Et je comprends pourquoi beaucoup de femmes s'habillent large pour être en paix. Et je sais pas si t'as vu une trend sur TikTok qui s'appelle le t-shirt de métro. Oui. En fait, j'explique pour nos followers. En fait, c'est des femmes et des jeunes filles qui donnent une astuce pour être plus ou moins à l'aise dans le métro, parce qu'encore, même si t'es habillé en djellaba XXL, les gens qui veulent te frotter, ils vont te frotter. Oui. En fait, elles gardent un t-shirt blanc ou une chemise blanche large ou noire dans le sac qu'elles mettent dans le métro et qu'elles enlèvent après. C'est quand elles sont bien un peu sexy pour aller sortir ou même pour aller au travail, ou alors qu'elles ont juste un décolleté ou une mini-jupe. Et c'est vraiment triste encore que les femmes doivent faire de tels subterfuges pour être à l'aise dans le métro. Mais ça rentre un peu dans l'ère de l'anti-sexy, où les femmes veulent juste en fait se détacher du regard de l'homme et surtout des critères de beauté imposés par les hommes. C'est quoi ta reco ? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante, mais j'adore. C'est l'heure de la reco Antello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook, c'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors, bientôt, on ne pourra plus poster d'appel à la révolte sous peine d'être censuré sur les réseaux sociaux. On ne pourra plus non plus porter de t-shirt en soutien aux personnes tuées par la police, ni exprimer publiquement son avis sur le président de la République. Je vous propose pour l'occasion une liste de musiques et de livres anti-système et contre les violences étatiques et policières pour un petit peu faire la révolution. Alors, c'est une liste de musiques, de livres à mettre dans vos écouteurs pendant les manifestations ou en allant aux manifestations, ou alors à lire chez vous pour exorciser le désespoir de la situation actuelle. Alors en musique, je vous propose Fuck the Police de NWA. Alors pour moi c'est un classique, je sais pas si tu connais. Yes, of course. Et je rajoute d'écouter aussi Fuck le 17 de 13 blocs. Oui, j'allais y venir, justement je vais enchaîner. Non, t'inquiète, c'est trop bien. Fuck le 17 du coup de 13 blocs, donc qui exprime un petit peu la colère face à l'impunité de la police. Et d'ailleurs, il y a une hausse des streams depuis la mort de Nahel. Il y a 25 000 nouveaux streams par jour seulement sur Spotify depuis le décès de Nahel. Donc voilà, grosse force à ce morceau. Je me souviens quand le morceau est sorti, tous les flics ont commencé à râler. Ouais, ils râlent de nouveau là. Ouais. Mais personnellement, en manifestation, quand je suis avec mes potes, on amène souvent une enceinte et c'est souvent une musique qu'on passe. Parce que ça donne de l'énergie et voilà. Il y a aussi une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle The Revolution Will Not Be Televised et c'est de Jill Scott Heron. Et en fait, c'est un poème
qui a été mis en musique par du coup Jill Scott Heron. Et en gros, selon ses mots, c'est une musique, un poème contre les médias de masse et contre l'ignorance par l'Amérique blanche de la dégradation progressive des conditions de vie dans les cités. J'aime beaucoup cette musique. C'est un petit peu récité comme un poème, mais sur de la musique et ça, je sais pas, ça un donne peu comme du force. slam ou ouais, un peu, mais et du coup, enfin, c'est super beau. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Je vous la recommande. Et un autre morceau favori, Killing in the Name of, de Rage Against the Machine. En fait, c'est un groupe de rap metal, donc j'aime beaucoup. Et en fait, c'est une chanson qui est sortie après des émeutes qui ont eu lieu à Los Angeles, je crois, après l'acquittement de 4 policiers blancs pour l'arrestation de Rodney King, qui était un activiste afro-américain. Et en fait, c'est une chanson qui dénonce tout ça. Et du coup, j'aime beaucoup le mélange entre rap et métal. Ça donne beaucoup d'énergie, ça met beaucoup en colère. Et c'est une chanson que j'adore faire en karaoké. Ok. Ouais, je la fais beaucoup en karaoké avec des potes. Dans les restaurants asiatiques? Non, à la Flèche d'Or, si tu veux tout savoir. Non, je connais pas. Et donc tu peux vraiment crier et ouais, ça dénonce juste les violences policières et juste l'impunité de la police. Ensuite, il y a Know Your Rights, la version remasterisée, et aussi Police on My Back de The Clash. Il y a aussi Trapped de Tupac et il y a aussi Drowning de Mick Jenkins. En fait, dans cette chanson que j'aime beaucoup aussi, il y a plusieurs références au dernier mot I Can't Breathe, je ne peux pas respirer, d'Eric Garner qui a été assassiné par la police. Enfin, c'est une chanson hyper poignante. Le clip aussi est pas mal. Et enfin, pour revenir en France, il y a Sacrifice de poulet, tout simplement, de Ministère Amer, qui avait aussi beaucoup fait parler d'elle quand elle est sortie cette chanson, parce que Sacrifice de poulet, voilà. Ouais. Voilà toutes les chansons que je vous recommande. Est-ce que, à part Fuck le 17, t'as une autre chanson pour faire la révolution? Moi, je pense aux chansons de Bob Marley, je dirais. Bob Marley, Damien Marley. Oui. Il me donne envie de frapper des gens, tu vois, les gens qui sont chiants. Ouais, Damien Marley, je dirais. Ok, ouais, grave. Mais il y a une chanson en plus de Bob Marley, I Shot the Sheriff. Ouais, I Shot the Sheriff, et aussi Burning and Looting Tonight. Et en fait, c'est la BO du film La Haine. Et au début, ils disent, en fait, tant que vous n'allez pas nous donner nos droits, on va brûler et voler. Donc voilà. Et je pense que Bob Marley, il est très aimé par les blancs et les noirs bobos qui sont contre la violence, alors que lui-même, il dénonçait. Et comme disait Malcolm X, il dénonçait en mode tous les moyens sont nécessaires pour avoir l'égalité. Donc je pense je pense qu'ils ont oublié que Bob Marley était quelqu'un de très engagé. Et ensuite, on va passer aux livres. Alors, je vous recommande à la fois des essais et des romans, mais plutôt des essais, on va dire. Alors, il y a Violence policière, généalogie d'une violence d'État de Michel Kokoreff. Alors, en gros, c'est un livre qui a été écrit en réaction à la loi sur la sécurité globale. Je vous lis une partie du résumé. En fait, c'est une généalogie des violences policières qui s'inscrivent dans l'héritage colonial, se prolonge en 68 et dans la gestion policière des quartiers populaires aujourd'hui. Donc voilà, c'est un livre à lire. Il y a aussi My Life Matters de Jay Coase. Je vous lis aussi un petit résumé. En fait, ça raconte l'histoire de Marvin Johnson, 17 ans, qui était un excellent élève qui faisait tout pour éviter les ennuis. Et le livre dit « Mais quand on est noir dans une Amérique de blanc, les ennuis ne sont jamais loin ». Cette fois-ci, c'est un roman. Je repasse du côté des essais avec La domination policière, une violence industrielle de Mathieu Rigouste. Je vais vous lire encore une fois un extrait du synopsis. La violence policière n'a rien d'accidentel, elle est rationnellement produite et régulée par le dispositif étatique. La théorie et les pratiques de la police française sont profondément enracinées dans le système colonial. On verra dans ce livre qu'entre les brigades nord-africaines dans les bidonvilles de l'entre-deux-guerres et les brigades anticriminalité, donc la BAC, dans les cités actuelles, une même mécanique se reproduit et se restructure. Il s'agit toujours de maintenir l'ordre chez les colonisés de l'intérieur. Il y a aussi le livre de Assa Traoré, Lettre à Adama. Donc c'est un livre d'Assa Traoré et de Elsa Vigoureux. Et ça retrace un petit peu la lutte de la sœur d'Adama Traoré qui a été assassinée par la police. Il y a aussi, je vous en parlais, je crois, dans un autre épisode, Se défendre, une philosophie de la violence d'Elsa Dorlin. Je vous lis encore une fois un petit résumé. Aujourd'hui, certaines vies comptent si peu que l'on peut tirer dans le dos d'un adolescent noir au prétexte qu'il était menaçant. Une ligne de partage oppose historiquement les corps dignes d'être défendus à ceux qui, désarmés ou rendus indéfendables, sont laissés sans défense. Alors, ça n'a pas du tout été écrit après la mort de Noël, mais ça résonne beaucoup quand on parle de tirer dans le dos d'un adolescent noir sans défense. Et en fait, le livre parle vraiment de la violence, du fait que, par exemple, on va décrire
les émeutes entre guillemets, donc les révoltes, comme de la violence, alors que c'est en réaction à une violence bien plus ancrée et bien plus violente. Donc celle de l'État, celle de la police. Et ça raconte aussi le fait que justement les personnes victimes de tout ça, elles sont désarmées et vraiment juste livrées à elles-mêmes. Donc c'est un livre à lire. Et enfin, 1312 raisons d'abolir la police de Gwenola Ricordo. Je vous lis encore une fois un petit résumé. Si la police ne nous protège pas, à quoi sert-elle ? Comment débarrasser la simple critique de la police pour enfin en finir avec elle ? Et en fait, c'est un livre qui dit ça suffit pas juste de réformer la police, de faire plus de formation, de donner plus d'argent évidemment à la police. Il faut juste en finir en fait avec l'idée de la police parce que juste c'est ancré dans un truc raciste et violent. Et donc c'est un livre très intéressant à lire. Et je sais pas si tu as d'autres suggestions toi. Mais moi tout à l'heure tu as parlé de Rodney King et j'avais vu un documentaire qui s'appelle LA 92 les émeutes. En fait ça raconte l'embrasement du pays après le meurtre filmé du coup de Rodney King par 4 policiers. Et je pense que ça nous rappelle en fait que la violence policière ne date pas d'hier, qu'elle date, comme tu as dit, que c'est un système oppressant qui date de décennies en fait et que ça va pas changer tant que la police ne va pas changer radicalement. Et je sais pas si tu as vu par exemple, si tu as vu, je pense que tu as entendu le discours qui a choqué un peu les policiers de Darmanin, qu'il a dit qu'il était qu'il était à la tête d'un ministère de jeunes enfants de 18 ans qui n'avaient pas fait d'études et que c'était un peu normal qu'il y ait des problèmes dans la police parce qu'en fait ils sont cons. Et c'est vrai en fait, les flics sont souvent très cons. Oui, je l'assume, ils sont souvent très cons. Ils ont souvent pas la formation nécessaire. Et je pense que tant qu'il y aura pas vraiment un bon recrutement des policiers parce qu'ils ont le droit de tuer, ça va jamais changer. Et donc regardez le documentaire, il est très émouvant et ça prouve encore que ça fait des années que les racisés se plaignent de la police, se plaignent de la violence de la police et surtout du laxisme de la justice. Exactement. Voilà, c'était pour les suggestions un petit peu pour faire la révolution, soit en manif, soit chez vous. Dans les prochains épisodes, je vais essayer de vous donner d'autres recos, peut-être de films, de documentaires, d'artistes, de séries et plein d'autres choses. Parce que, voilà quoi. On est en plein dedans et si vous voulez vous informer autrement que par des posts Instagram ou par des articles de magazines, ça peut être aussi intéressant de lire certains livres, d'écouter certaines musiques. Et puis parfois, ça donne un petit peu la motivation de sortir dehors et d'aller manifester. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode et l'heure pour nous de retourner suer en slip dans nos salons respectifs. N'oubliez pas en tout cas d'écouter des chants révolutionnaires pour vous donner la motivation, pour continuer de lutter ou bien de vous reposer aussi, c'est bien parce que vous le méritez, qu'il fait chaud. Courez aussi voir Barbie au cinéma la semaine prochaine parce que Nicki Minaj a dit que c'était bien et donc si Nicki Minaj le dit, c'est que c'est vrai. On l'écoute. Hydratez-vous, prenez soin de vos proches, puis reposez-vous aussi et puis à la semaine prochaine. Bisous. Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par Audrey Coupé de Kermadec et Koumbi Soploï, produite par Julien Neuville, montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuel Fortunato, chargée de production Cassandra de Carvalho.